Fabrice Divisio, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez évoqué tout à l'heure les critiques de Didier Raoult quant au traitement et au traitement des patients pendant cette crise du Covid-19. Parmi les derniers dossiers que vous avez médiatisés, il y a celui de Madame Boisise avec l'histoire de son papa qui est décédé du Covid. J'aimerais qu'on regarde son témoignage. Mon père a attrapé le Covid aux alentours début mars. Donc mes parents sont restés à la maison. Ma mère a commencé à aller de plus en plus mal. On a appelé le SAMU. Le SAMU a pris l'oxygénation de ma mère et pas de mon père. Ils ont pris ma mère. Ils ont laissé mon père. Je trouve ça complètement fou de séparer deux personnes âgées et de laisser l'autre à la maison, sachant qu'on est en plein Covid, que tout le monde est malade. Ma mère est allée à l'hôpital dans un état catastrophique. Elle était quasiment dans le coma. Et puis quelques jours après, on a pris mon père. Mon père est arrivé à l'hôpital. Il faut dire qu'il était quand même sur ses deux jambes. Dans le dossier, ils ont dit qu'on avait tout suivi, qu'on était au courant de tout. Alors c'est une bonne façon de peut-être de se protéger, mais c'est faux. Mon père arrive là-bas, premier jour, on lui donne rien. Il passe premier jour sans rien, peut-être avec un masque à oxygène. Je ne sais même pas pourquoi on ne lui a pas donné l'Optiflo. L'Optiflo, ça passe dans le nez. Il a la bouche dégagée. Il peut parler. Non, on le bloque avec ça. Et c'est tout ce qu'on lui donne. 4e jour, ça commence à aller mal. Et là, on va le faire passer de l'autre côté, carrément. Il est... Ah oui, dans le dossier, c'est... Monsieur Benzaken est un peu angoissé. Donc, nous allons lui donner un morphinique et un anxiolytique. C'est-à-dire les deux produits qui vont le tuer. Et quand on est médecin, on sait qu'on va tuer avec ça. Donc il lui donne, et mon père va mourir avec sa dépression respiratoire accentuée par ces deux médicaments, le 6, peut-être 3 ou 4 jours après. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y avait pas de médicaments, je ne peux pas le croire. Hein. Qui a décidé, qui a pris la décision, qui a exécuté? Au nom de quoi? Sans nous demander notre avis, sans nous dire qu'on allait faire une injection létale à mon père. Alors c'est une affaire très lourde, très triste évidemment. Quel est l'objet de la plainte que vous avez déposée pour cette dame? Ça va très loin. Vous vous rendez compte que je dépose une plainte pour homicide volontaire? C'est en droit commun, enfin en langage commun, ça s'appelle un meurtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'accuse. Je soupçonne en tout cas, un hôpital, quelqu'un, qui? L'hôpital, le médecin, qui? Je ne sais pas ce qu'on va voir. D'avoir intentionnellement donné la mort. Non pas effectivement de s'être trompé, non pas d'avoir fait une erreur qui a conduit à la mort, mais de savoir en toute connaissance de cause que les produits qu'il a administrés allaient provoquer la mort et de l'avoir fait pour ça. Et vous savez comment je le sais? C'est que le fameux anxiolytique et le morphinique qui ont été donnés, c'est pas un hasard. Pourquoi? D'où on les sort, ces deux molécules? On les sort du protocole de soins palliatifs, dans le cadre du Covid, de la Société française de soins palliatifs, qui a dit, dans le cadre des soins palliatifs, et c'est heureux, il faut effectivement accompagner la personne jusqu'au bout, effectivement, avec cette sédation terminale. C'est l'esprit de la loi Leonetti. Mais ils ont tous oublié un détail, c'est que la même Société française de soins palliatifs, la même loi Leonetti, prévoit quelque chose de tout à fait fondamental, la collégialité et la collaboration, l'information de la famille. Il y a un garde-fou qui fait passer quelqu'un du soin palliatif à l'euthanasie, c'est la collégialité. Ce qui fait la différence, c'est que c'est pas quelqu'un dans son coin qui prend une décision à un moment donné de dire il est foutu, donc allez, j'accélère le processus et j'en parle plus et on passe à autre chose. Ça, c'est illégal en France. Ce qui est légal en France, c'est de dire chez quelqu'un chez qui il n'y a plus aucun espoir et l'acharnement thérapeutique étant néfaste, eh bien il y a lieu de l'accompagner. Et cet accompagnement, il est précisément, comme le dit son nom, collégial. Dans l'affaire de Madame Boisise, moi j'ai pas de notion de patient qui est pas réanimatoire. Moi j'ai un patient à qui on a donné un morphinique et un anxiolytique, dit le dossier, parce qu'il était angoissé, raisonnablement.
On se fout pas un peu de moi, là? C'est pas vachement grave ce qu'on est en train de faire, là? On sait très bien que c'est pas pour ça qu'on l'a donné. D'où est-ce qu'on donne? Ou alors on le sait pas, il faut que le type qui a donné ça arrête d'exercer. On sait très bien que le motif pour lequel on a donné ce cocktail, cette association médicamenteuse, elle est précisément pour l'accompagner vers la mort. On sait très bien que... On sait, pour les profanes, si on donne donc ce morphinique plus anxiolytique, on sait que ça va aggraver la situation du patient au point de le morphinique, excusez-moi, mais le morphinique dans un cas de dépression respiratoire est contre-indiqué. Il est contre-indiqué, par définition. Et puis d'où un morphinique est donné pour lutter contre l'anxiété? Absolument pas. L'anxiolytique fait son boulot. Il est là pour ça. Le morphinique, c'est quoi un morphinique? C'est d'abord un antalgique, un puissant antalgique, de dernier palier, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, on le donne généralement quand tous les autres. Et pourquoi? Quand tous les autres ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il aggrave la dépression respiratoire. Parce qu'on sait que quand on le donne, il y a un risque de dépression respiratoire. Vous imaginez sur quelqu'un qui est déjà en dépression respiratoire? Mais si vous voulez, tout ça n'est pas cohérent. On l'a donné. Pourquoi? Pour accélérer. Elle parle de l'Optiflo. C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi il n'a pas été mis sous l'Optiflo? Pourquoi moi j'ai des médecins qui, lorsqu'ils ont vu le dossier médical, disent « mais je comprends pas là. On ne l'a pas donné d'Optiflo. On ne lui donne pas d'antibiotiques sur une pneumopathie. Bon, ça peut se discuter, mais ça aurait été utile quand même. L'Optiflo, c'était indispensable. Pourquoi est-ce que finalement, on vient lui donner un morphinique et un anxiolytique? Pourquoi il n'est pas passé en soins intensifs? Pourquoi il a été conservé en médecine interne? C'est toutes ces questions qui se posent. Mais la vérité, je vais vous dire, la vérité, elle est ailleurs. C'est qu'effectivement, tout ça correspond à un processus largement qu'on va découvrir. C'est qu'au fond, le cas de Madame Boisise est loin d'être isolé. Et moi, depuis ce témoignage, mais j'en reçois 4 par jour, de situations qui disent « Attendez, mais maintenant que j'y pense, mais nous aussi ?» Attendez, mon père est entré sur ces... Je comprends pas. C'est vrai maintenant que vous le dites, tiens. J'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est vrai que moi aussi, ils ont donné un morphinique et un anxiolytique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été contacté. Mais c'est vrai qu'il n'est pas allé en réanimation. Mais c'est vrai qu'il n'est pas allé en soins intensifs. Mais c'est vrai... Vous voyez? Donc, on vient effectivement vous expliquer qu'il y a 80 000 morts. Mais est-ce qu'on a le droit de se poser la question juridiquement de savoir si un certain nombre de morts auraient pu être évités? Comment j'explique ici que le principe de collégialité n'a pas été mis en place? Admettons que M. Boisise n'était pas réanimatoire, ce qui ne ressort pas du dossier médical quand même. Hein. Admettons. Mais pourquoi j'ai pas eu le processus de collégialité? Et est-ce que ça a un lien avec le fait qu'au Portugal, on est en train de m'expliquer maintenant que la loi sur l'addictif à mourir est une bonne loi? À l'heure où effectivement le Portugal subit une vague importante, on est en train de m'expliquer que finalement on fait passer une loi sur l'addictif à mourir en pleine épidémie, et ça choque personne. J'ai aucun médecin là pour venir me dire « Attendez, vous profitez d'une épidémie, non pas pour trouver des traitements et pour chercher une manière de soigner les gens, mais vous venez voter une loi sur l'addictif à mourir ». Est-ce que c'est pas ce qui nous pend au nez là? Est-ce que dans quelques semaines et dans quelques mois après le passeport vaccinal, on va pas bien nous expliquer que compte tenu du nombre de morts, du problème de place, du problème de ce que vous voulez, vous comprenez ces souffrances intolérables de ces gens, il n'y aurait pas lieu de réformer la loi Leonetti plus en profondeur. Et vous verrez que ça fera consensus au niveau de la classe politique. Donc, est-ce qu'on peut raisonnablement s'interroger sur un certain nombre d'anomalies qui ont présidé de personnes âgées? Parce qu'aujourd'hui, et j'en termine, mais aujourd'hui, voilà que quand effectivement on vous dit, bon quand même, un peu maladroitement, je peux aisément convenir, même si c'est un état de fait, que majoritairement ce virus touche quand même beaucoup plus les personnes âgées en ce que ce sont celles-ci qui décèdent plus facilement, ce qui ne saurait absolument pas vouloir dire qu'il ne faut pas les protéger, loin s'en faut, et encore moins ne pas effectivement leur permettre de les soigner. Certainement pas. Mais quand nous disons ça, nous sommes accusés de tous les maux. Mais quand effectivement, au mois de mars, on ne leur laissait pas une chance, comme c'est le cas de M. Boisise, de vivre, c'est comment ça? Ça, c'est pas grave. Les EHPAD, ou avec le Rivotril, moi je sais très bien ce qui s'est passé avec le Rivotril, et ça en témoigne bien. Le principe de collégialité n'a jamais été respecté. Moi j'ai des témoignages, effectivement, où on vous dit que finalement le médecin a donné pour ordre, parce qu'il n'y avait pas de place à l'extérieur, donc effectivement de venir accélérer un processus, sans respecter le principe de collégialité. Comment j'explique, dites-moi, que l'INSEE vous dit que le taux de décès à domicile a été beaucoup plus élevé que les années précédentes? Comment j'explique? Parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation, mais les cliniques privées à certains moments étaient largement libres.
Tant et si bien qu'on a transféré même des patients à grande pompe entre les régions. On sait très bien que certaines régions, moi j'ai des témoignages d'anesthésistes qui me disent qu'ils étaient au chômage. Il y avait rien à faire, mais tout était fermé pour accueillir des unités Covid qui n'ont jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, dire que finalement on a peut-être sacrifié nos personnes âgées en mars, c'est scandaleux. On n'a pas le droit de le dire, mais la vérité, elle est là. Bien sûr qu'on a sacrifié nos personnes âgées en mars. Et bien sûr qu'il faut des procès en masse sur cette question. Bien sûr qu'il faut que les cours d'assises soient saisis, qu'il faut que les juges d'instruction soient saisis, qu'il faut une vaste enquête sur ce qui s'est passé autour de nos personnes âgées. Et que ceux qui aujourd'hui viennent nous dire, sur simple statistique à l'appui, que bah oui, c'est quand même les personnes âgées qui meurent le plus de cette crise, nous traitant de je ne sais quoi, de criminels ou que sais-je, ferait bien de regarder ce qui s'est passé en mars. J'en entends peu venir dénoncer ce qui s'est passé en mars. Où sont les présidents de syndicats de médecins? Où est l'ordre sur ce qui s'est passé en mars? Où est l'ordre dans cette affaire, effectivement, de l'hôpital, là, de Madame Boisise? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'indigne de propos objectifs au terme desquels ce virus touche plus les personnes âgées, mais de l'autre, on accepte avec une facilité déconcertante qu'on s'assied sur la loi Leonetti, venant effectivement ce qu'il a fait là, ce qui a été fait dans le dossier de Boisise, s'apparente à une euthanasie. Mais ça dérange personne. Qu'est-ce que c'est que cette indignation sélective dans ce pays? Ça va s'arrêter quand, cette indignation sélective? Ça va s'arrêter quand, cette indignation à la discrimination sélective? Ça va s'arrêter quand, cette indignation, effectivement, qui évolue au fil des mois? Comment j'explique, au mois de mars, qu'on ait effectivement eu des cliniques privées de libre et que le père de Madame Boisise ait été, elle le dit, hein, c'est ces mots, exterminé. Elle emploie ce mot. Comment lui donner tort? On dit en plus que ça a été fait en concertation avec la famille, ce qui est notoirement faux. Donc on en arrive maintenant, mais qui est derrière tout ça? C'est quoi? C'est un médecin seul qui a pris la responsabilité de ça? Ou c'est des instructions qu'il a reçues? Alors on s'indigne de la chloroquine. Mon Dieu, la chloroquine c'est dangereux. Vous imaginez donc? Elle aurait fait 100 000 morts, la chloroquine. Tout à coup, à la faveur de la crise, elle a fait 100 000 morts. Elle est distribuée en masse depuis des décennies. Il n'y a pas eu, c'est un produit complètement sûr, il n'y a jamais eu de pharmacovigilance sur la question. Mais tout à coup, au moyen d'une étude dont on détourne finalement l'essence même, il y aurait 100 000 morts, on détourne, je le redis, effectivement caricaturant le propos, mais on n'a pas donné de la chloroquine parce que c'est dangereux, vous comprenez. On ne peut pas effectivement utiliser nos personnes âgées comme des cobayes. Quand on a proposé dans des maisons de retraite, de dire, mais attendez, on va essayer, on a des protocoles d'azithromycine, chloroquine, on va essayer, par exemple, pour voir ce que ça donne. Non! Comment osez-vous, monsieur? C'est indigne pour nos personnes âgées. Vous les soumettez à quoi, là? À des essais cliniques? Mais enfin, comment osez-vous? Mon Dieu, ce scandale de la part de certains médecins. Et ça, c'est pas scandaleux, ça? Quand effectivement je note que tous les pourfendeurs de la chloroquine, tous les pourfendeurs de la prescription ORAMM, tous ceux qui viennent vous dire « Mon Dieu, c'est scandaleux !» L'ordre des médecins qui convoque des gens pour l'azithromycine, il est où, là? C'est pas ORAMM, la morphine, là? Mais j'en ai 10, 15 de cas comme ça. Ben ça pose de problème à personne. Voilà, c'est ça l'indignation sélective.